Alors, on parle de quoi pour l'anniversaire de la chaîne? Je sais pas trop. Et si on parlait d'une suite qui ruine le canon du précédent épisode? Je vois l'idée. Bouge pas, je vais me changer. 3, 2, 1, go! You're only supposed to blow the bloody doors up. Pour ce troisième anniversaire de la chaîne, j'ai décidé de parler de la momie, une saga phare des années 2000. Enfin, le premier épisode est phare, mais de suite beaucoup moins. Et donc on va s'attaquer au plus mauvais d'entre eux, le troisième opus, le tombeau de l'empereur dragon. Non, absolument pas. Pourquoi pas? Parce que déjà tout le monde en a appris ce film, donc les critiques elles existent depuis belle lurette, et ensuite, ben en vrai il est pas si mauvais que ça. Alors, entendons-nous bien, il a des défauts, il est loin d'être parfait, mais est-ce qu'il mérite la haine qui se trimballe depuis des années? Je ne pense pas. Par exemple, on critique souvent l'humour du film, et moi, ce gag, il me fera toujours rire. Celui-là aussi d'ailleurs. Vous direz bien d'attacher vos ceintures, mais y en a pas. J'ai été radin sur ce coup-là. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Tous les gags ne font pas mouche, mais venir dire qu'aucun ne marche, c'est un peu fort. Autre critique qui revient souvent, c'est le remplacement de Rachel Weisz par Maria Bello. Et c'est bien connu, changer un acteur ou une actrice, ça donne forcément un mauvais film. Et oui, à choisir, j'aurais préféré qu'il garde Rachel ou qu'il donne un autre rôle à Maria. Mais on va pas se mentir, au faire un défaut du film, c'est surtout parce qu'on était attaché à l'actrice. Et je précise, c'est pas un mal, c'est juste que ça en fait pas un défaut. Et la troisième critique qu'on voit le plus souvent passer, on est en Chine, pas en Égypte. Alors déjà, un troisième volet avec Imhotep, ça aurait sans doute été un de trop, voire deux de trop dans mon cas, mais surtout, quand on connaît un peu le folklore chinois, eh ben le film regorge d'amour pour cette culture, le même amour qu'ils avaient pour le folklore égyptien dans le premier volet. On y va? Top! Jet Li incarne Qin Shi Huang, le premier empereur de la dynastie Qin, et celui qui a unifié la Chine. C'est aussi lui qui a lancé la construction de la Grande Muraille, ou plutôt de réunir toutes les petites murailles qui étaient déjà présentes. Un empereur qui sera décrit dans le film comme l'empereur dragon, parce que les dragons et les empereurs en Chine, ça a toujours été lié. D'ailleurs, ça c'est le trône impérial, et on l'appelait le trône du dragon. L'armée de notre empereur est transformée en une armée de terre cuite, à savoir une immense série de statues qui se trouvent dans la tombe du dit empereur et qui représenterait son armée. Qin, parce que oui, je vais l'appeler Qin, contrôle les 5 éléments, la terre, le bois, le métal, le feu et l'eau, à savoir les 5 éléments chinois, on en avait parlé là. Le film nous présente aussi des Yetis, créatures du folklore tibétain déjà présentes au 4e siècle avant JC, qui sont les gardiens de Shangri-La, la version romancée de Shambhala. Encore une fois, la vidéo. D'ailleurs, c'est assez amusant de se dire que dans Uncharted 2, ce genre de représentation, c'est cool, mais dans le film, c'est nul. Ah non, t'es complètement dingue. L'empereur va également se transformer en un dragon, et on va pas plus que ça parler de la Chine, ses dragons et ses symboles, mais aussi en cette autre créature qui ressemble très fortement à un gui. Et ça, on en avait parlé dans la vidéo sur les Gremlins. Voilà, il nous manquait plus qu'un singe avec son gros bâton, et on aurait eu un pot pourri parfait du folklore chinois. Donc le film, il n'est pas si mauvais que ça. D'autant plus que cet opus aurait pu donner naissance à un 4e en Amérique du Sud, avec Antonio Banderas dans le rôle de la momie. Et qui se trouve dans le panthéon des films que je regrette qu'il n'existe pas. Mais du coup, tu veux nous parler de quoi alors? Eh ben, si je trouve qu'on tape beaucoup trop sur le troisième volet, je trouve aussi que la nostalgie a bien fait son office sur le second. Et c'est sur celui-là qu'on va s'attarder. Donc, pour redorer le blason du troisième, tu vas démonter le deuxième. Oui, tu es conscient que ça n'a pas de sens. Le film débute à Thèbes en moins 3067 avant JC. Non, mais j'ai rien d'autre à dire, ils savent même pas écrire une date. On découvre donc l'armée du roi Scorpion et top 43 secondes. Il a fallu 43 secondes avant de découvrir qu'on avait perdu quelque chose dans ce film. J'ai dit dans l'intro que l'empereur dragon était le premier empereur de Chine. Imhotep, antagoniste du premier film, est tant qu'à lui un architecte de l'Égypte antique. Et donc ici, j'ai envie de poser la question... Qui c'est? C'est le plombier. Alors, il y a bien eu à cette époque un potentiel roi d'Égypte qui s'est appelé Scorpion II. Mais autant dire que déjà, personne n'est sûr de son nom ou de sa signification. Je veux dire, à l'époque, le scorpion, ça pouvait aussi bien être une référence au poison
ou à la mauvaise haleine. Mais en plus, le roi Scorpion, il était dans une période relativement calme, et surtout une période où l'irrigation se développait pas mal dans la région. Pas vraiment besoin de faire des conquêtes, donc pas un personnage aussi emblématique que les deux autres. Alors, c'est pas un défaut en soi, mais comme dit en intro, on perd un peu de cet amour pour le folklore du coin, et c'est pas la myriade de préquels qui vont rattacher avec le personnage historique. Malheureusement pour le roi Scorpion, incarné par Dwayne Johnson, sa campagne de conquête fut un échec, et il dut retourner chez lui bredouille, en passant par le désert d'Amcher, où toute son armée meurt à petit feu. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à traverser le désert dans l'autre sens? Ne pose pas de questions. Sentant la mort approcher, le roi Scorpion décide alors de faire un pacte avec le dieu des ténèbres, Anubis, sachant que Anubis, c'est le dieu de l'embaumement. C'est Apophis, le dieu des ténèbres. Et d'ailleurs, il n'était même pas censé être là à l'époque, parce que les divinités égyptiennes, elles sont surtout apparues durant la seconde dynastie, soit 200 ans plus tard. Mais vu qu'on a décidé de ne pas respecter les dates, Anubis répond à sa requête, la force de défaire ses ennemis en échange de son âme. Parce que vendre son âme, ça a toujours été une bonne idée. Et donc, pour sceller le pacte, Anubis envoie un scorpion, certes très thématique avec le roi, mais vachement moins avec le dieu à tête de chien. Et le roi décide alors de manger le scorpion. Ok, donc on part sur la mauvaise haleine. Ce qui a le pouvoir de faire pousser un oasis, changeant le désert d'Amcher en oasis d'Amcher. Avec une nouvelle armée toute neuve, le roi Scorpion arrive à vaincre ses ennemis, avant d'avoir son âme aspirée par le divin Canidé. Ce qui veut dire que toutes ces guerres n'ont servi à rien. On fait un bond dans le temps jusqu'en 1933, où on retrouve Rick O'Connell, héros du premier film, arme à la main et avec l'incroyable pouvoir de faire apparaître des torches. On fait également la connaissance d'Alex O'Connell, qui lui indique avoir vu son tatouage sur les murs du temple. On va y revenir, ça semble d'ailleurs pas tant que ça intéresser son père. Bon, je viendrai voir ça dans une minute. Rick renvoie son gamin avant de rejoindre sa femme, Evelyn O'Connell, afin de pouvoir profaner une nouvelle tombe. Evelyn, elle a l'impression de connaître le lieu, démontré par son incroyable talent à découvrir des passages secrets vachement sophistiqués pour leur époque. Ses visions deviennent de plus en plus réelles puisqu'elle arrive à voir des scènes du passé comme ici, l'emprisonnement de 2 gardes dans un coffre-fort antique. Vous savez qu'ils sont assez inutiles là, Quick et Fluke. Bref, grâce à son don nouvellement acquis entre deux films, Evelyn arrive à rentrer dans la pièce dans laquelle se trouve un coffre appartenant au roi Scorpion, et la clé sur un des 2 gardes. Ce qui veut dire que déjà, ils sont restés là jusqu'à leur mort, mais en plus, à quoi ça sert de le fermer à clé si c'est eux qui ont la clé? De son côté, Alex, lui, se retrouve face à 3 pilleurs de tombes qui passaient justement par là avec une envie de tuer les O'Connell. Toc, toc. Avec une méthode de fouille très particulière. On va jamais le trouver. Oui, alors, je peux me tromper, mais il y a peu de chances qu'il soit en dessous de ce vase. Retour à Rick et Evie qui trouvent dans le coffre le fameux bracelet du roi Scorpion. Oui, on parle du bracelet d'Anubis, mais vu qu'il l'avait avant le pacte, je vois pas pourquoi ce serait moins le sien. Mais alors qu'ils allaient se faire tirer dessus par l'un des pilleurs, le temple menace de s'effondrer. Je connais ça, c'est les fameux bracelets mur-porteurs. Pendant ce temps, Alex arrive à lui seul à mener la vie dure aux 2 pilleurs restants, mais se fera malgré tout avoir par la chute de l'échafaudage, qui entraînera une réaction en chaîne de toutes les colonnes de la pièce. Et attendez une seconde, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Ouais, il me semblait bien. Pendant ce temps, à Amun-Aptra, des fouilles sont organisées. Des fouilles, pourquoi? Pour faire revenir Zartan. Enfin, je veux dire Imhotep, la momie du premier volet. Nous l'avons trouvé. Les fouilles sont organisées par Monsieur Hafez, Lokna et une curieuse femme du nom de Mila. On y retrouve également nos pilleurs de tombes qui nous indiquent que le bracelet tant convoité se trouve à Londres. Donc, on va à Londres, où les O'Connell déduisent que le bracelet amène à l'oasis d'Amcher. On peut me rappeler ce qu'elle a dit au début du film, là, Evelyn? Dire que ce n'était qu'un mythe, aucune trace de lui, personne n'a pu découvrir le moindre indice. Pour une personne qui n'a pas laissé beaucoup de traces, on en sait quand même vachement sur lui. Et ça aide pas avec la réplique suivante. La dernière expédition connue qui ait réussi à atteindre Amcher fut envoyée par Ramsès le IVe, voilà maintenant plus de 3000 ans. Soit c'est un mythe, soit c'est réel, mais ça peut pas être les deux à la fois. Bref, entre 2 incohérences, on apprend que les rêves d'Evie ont commencé il y a 6 semaines, ce qui correspond pile poil au nouvel an égyptien et à l'année du Scorpion. Alors, je vais pas m'attarder sur le zodiaque égyptien.
Non, en fait si, je vais carrément m'y attarder. Durant l'Égypte antique, le nouvel an débutait le 19 juillet. Donc ok, on est fin août, pas de souci. Et les Égyptiens avaient bel et bien des signes du zodiaque, dont le scorpion. Comme nous en fait. Mais contrairement à la Chine, c'est pas par année, c'est par mois. Comme nous en fait. Et donc ici, le mois de novembre. De son côté, Alex, toujours prêt à faire les pires choix possibles, découvre le bracelet et n'a d'autre idée que de se le mettre au poignet, ce qui a pour effet de déclencher un merveilleux spectacle son et lumière. C'était quand même vachement cool le cinéma durant l'Égypte antique, et manque de bol, le bracelet a la fâcheuse tendance à s'accrocher à son propriétaire tel une sangsue. Comme d'habitude. Oui, t'as raison gamin, personne va le remarquer. C'est à ce moment qu'on retrouve Jonathan, le frère d'Evelyn, en charmante compagnie. Reviens un peu en arrière. Voilà, en charmante compagnie, avant de se faire interpeller par Monsieur Hafez et ses sbires, qui le confondent avec Rick. Parce que, visiblement, ils se sont pas renseignés sur la tronche du gars qu'ils poursuivent. Il sera sauvé in extremis par son beau-frère, pendant qu'Evie se fera également... Non mais, elle va pas remarquer l'énorme bosse dans sa veste. Bref, pendant qu'Evie se fera également sauver par Ardeth, le Medjay du premier volet, que je vais personnellement appeler Mister Exposition. Non, on verra ça après. Après une scène de bagarre, nous vilains récupèrent le coffre et Evelyn. Mais pourquoi est-ce qu'il l'enlève? Je me pose exactement la même question. C'est donc à présent à Mister Exposition d'expliquer toute une partie du scénario et de nous prévenir de l'apocalypse à venir. En mettant ça, tu as déclenché une réaction en chaîne qui peut conduire l'humanité à l'apocalypse. Suite à une passerelle scénaristique à base de « je connais le méchant, il doit être au musée », la fine équipe se rend au British Museum, ce qui nous permet d'avoir encore un peu plus d'exposition. Par exemple, on apprend que le fameux tatouage de Rick, c'est un insigne Medjay, ce qui fait de lui un soldat de Dieu, un protecteur de l'humanité. Alors, par où est-ce qu'on commence? Ah oui, je sais. Premièrement, cette histoire de tatouage serait intéressante s'il l'avait déjà dans le premier, parce que là, il ne l'a pas. Deuxièmement, les Medjay ne sont pas des soldats de Dieu. Même si j'ai du mal avec le concept de Dieu dans l'Égypte antique, puisqu'il n'y en avait pas qu'un. Pour vulgariser rapidement, les Medjay, c'est un peu la police du désert. Troisièmement, c'est même pas la mission des Medjay dans le premier opus. Nous avons juré devant les hommes d'empêcher par tous les moyens en notre pouvoir que le grand prêtre Imhotep réapparaisse en ce monde. Quatrièmement, ce tatouage, il a été fait à l'orphelinat. Donc, soit c'est un tatouage random qui ne fait pas de Rick un héros, soit il a été fait sciemment. Mais vu qu'on sait pas par qui ou pourquoi on lui a fait le tatouage, ben on n'aura pas de réponse. Et cinquièmement, vous allez réellement nous faire le coup de la prophétie? Je veux dire, Rick, il était pas assez intéressant comme ça, fallait le destiner à un avenir exceptionnel. Bref, en plein milieu de ce qu'on nous vend comme le musée, mais qui clairement ne ressemble absolument pas à un musée, Monsieur Hafez réalise le rituel pour réveiller notre momie du premier volet. Ce qui a pour effet de réveiller toutes les momies du musée. Ce qui fait que c'était clairement pas le meilleur endroit pour le faire. Et non, personne ne va jamais s'occuper de ces momies. Moi, je note surtout que Evelyn, elle passe de consciente à inconsciente d'une scène à l'autre. Ils l'ont assommée une seconde fois. Imhotep se réveille et on apprend dans la foulée que la mystérieuse Mila est en réalité la réincarnation d'un Aksunamun. Ce qui ruine complètement les enjeux du premier film, dont le but était de faire revivre Anck-su-namun. Enfin, c'est sa réincarnation physique, pas spirituelle, pour ce que ça veuille dire. Mais de toute façon, on y reviendra. Resté à l'extérieur, Alex tease à son ombre un immense diamant au sommet d'une pyramide servant à attirer les voyageurs vers l'oasis d'Amsher. Je rappelle les paroles d'Evie. La dernière expédition connue qui réussit à atteindre Amsher fut envoyée par Ramsès le IVe, voilà maintenant plus de 3000 ans. Pas super efficace, le phare. Retour au musée où Anck-su-namun offre Evelyn en présent à Imhotep afin de la faire mourir devant ses yeux. C'est con, j'aurais cru qu'il l'aurait sacrifié pour faire revenir l'esprit d'Anck-su-namun. Vous savez, comme dans le premier volet. Je sais pas comment on peut se planter à ce point dans sa continuité. Bref, tout ça enchaîne sur un sauvetage suivi d'une fusillade où 7 types, je sais clairement pas sur quoi ils tirent, mais c'est pas sur le couple O'Connell, et d'une course-poursuite à bord d'un bus londonien. Mais comment ils ont eu un bus londonien? La magie du scénario. Il en résultera de tout ça l'enlèvement le moins convaincant de l'histoire du cinéma. Imhotep et compagnie, maintenant en possession du bracelet du roi Scorpion, se retrouvent donc au Caire où ils prennent un train privé. Vous croyez qu'il s'est déguisé façon Scooby-Doo pour prendre l'avion Londres-Le Caire? Bref, Imhotep nous offre son meilleur cosplay de Belphégor mélangé à une imitation de Dark Vador pour impressionner le gamin. Tu as la force, petit.
Pendant ce temps, les pilleurs de tombes ont récupéré le coffret maudit du premier volet. Et à ce stade, je suis étonné qu'ils ont pensé à le réutiliser. En guise de paiement, on leur fait ouvrir le coffre, ce qui permettra à Imhotep de retrouver son corps en les tuant. De leur côté, les O'Connell vont retrouver Izzy, pilote de dirigeable, pour faire également le trajet, en échange d'un magnifique sceptre. Oui, je n'en ai pas encore parlé, mais depuis le début de l'histoire, Jonathan se trimballe avec un sceptre de Tchekhov. Et le plus amusant, c'est que ni Mister Exposition, ni Evelyn ne semblent voir le rapport avec le roi Scorpion. Parce que, spoiler, il y a un rapport avec le roi Scorpion. Comme quoi, le niveau des connaissances, il est très variable. Pendant ce temps, Alex fait ce qu'il sait faire de mieux, devenir insupportable. On arrive bientôt? Non. On arrive bientôt? Non. Face à des gens qui n'hésiteraient pas à le tuer. Mais il se sort de cette situation avec la technique des toilettes. Faut que j'aille, petit coin. Et il en profite pour s'enfuir. C'est quand même vachement une chance que les toilettes s'enlèvent aussi facilement, que l'arrêt d'urgence du train se trouve pile dans cette pièce, et qu'il s'arrête devant un temple où il pourra se cacher. Ah, c'est vrai. Quelle coïncidence. Le temple en question est en Karnak, soit de la destination prévue, donc il se serait arrêté de toute façon. Et après une nouvelle vision du bracelet, Alex se fait rattraper par Imhotep. Ce qui fait que toute cette histoire d'évasion n'aura servi à rien. S'ensuit une double vision du passé entre Evelyn d'un côté et Mila de l'autre, où deux égyptiennes s'affrontent avec des sailles. Une arme qui n'est clairement pas égyptienne et en faisant des mouvements qui sont clairement pas antiques. Genre, le triple salto là, il était nécessaire? Enfin, ça nous permet au moins d'apprendre qu'Evie est en réalité la réincarnation de Nefertiti, la fille du pharaon. Donc maintenant, notre couple du premier volet, c'est un héros prophétique et une réincarnation millénaire. C'est quand même du bol qui se soit trouvé. C'est un chemin subtil qui sépare la coïncidence du destin. Mais quel est le rapport avec Nefertiti et le roi Scorpion? Parce que visiblement, c'est ça qui déclenche les visions depuis 6 semaines. Il y a aucun lien, c'est juste une coïncidence de plus. De l'autre côté, ça permet à Anaxunamun de se réincarner complètement. Alors, pourquoi Evelyn semble être réincarnée complètement sans avoir à faire ce rituel? Pourquoi Imhotep n'a pas fait ce rituel dans le premier, qui est quand même vachement plus simple? Et pourquoi est-ce qu'il n'a pas reconnu Nefertiti dans ce même film? Toutes ces questions n'auront aucune réponse. Tiens, tant qu'on y est avec les questions du genre, il manque pas un détail avec Imhotep? Si je me souviens bien, son réveil, c'est censé déclencher les plaies d'Égypte ou un truc du genre. Ah non, mais quand on ne respecte aucune règle du canon, on ne respecte aucune règle du canon. Ou alors, c'est actuellement le bordel quelque part et tout le monde s'en fout. Pendant ce temps, à Veracruz... Les O'Connell arrivent à Karnak, mais trop tard, Imhotep est déjà parti. Fort heureusement, Alex, qui est le premier en classe de maquettisme, leur a fait une magnifique construction. Entièrement faite avec des allumettes, 346 422 exactement. S'ensuit alors un jeu de piste pendant que Mister Exposition utilise son phonogramme pour prévenir ses troupes de la direction à suivre. Alors qu'on va pas se mentir, il aurait juste pu envoyer le message à la fin, d'autant plus qu'il va se faire repérer. Moi, je me demande surtout comment personne ne remarque qu'il fait des maquettes. Voir comment il arrive à trouver le temps de faire les maquettes à chaque fois. T'es surpris de me voir, hein? Ah ben voilà, il était temps. Afin d'arrêter ses poursuivants, Imhotep va utiliser ses pouvoirs pour leur envoyer un piège. Attendez une seconde, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Ouais, il me semblait bien. Un piège qui va être déjoué lorsqu'Izzy va utiliser son os pour aller plus vite que le courant, et qui va les conduire jusqu'à l'oasis d'Amcher, qui visiblement n'est pas si caché que ça. Vous allez me faire croire que personne n'est tombé sur une zone aussi grande, à côté d'une rivière, ne serait-ce que par hasard? Malheureusement, le faucongramme va se faire tuer et obligera Mister Exposition à aller chercher ses troupes en vue de la bataille à venir. J'ai besoin de toi pour délivrer mon fils. Dans ce cas, je vais d'abord t'aider. La vie d'une seule personne contre le monde entier. Ils ont vachement changé, les Medjay. Est-ce que vous pensez que ça justifie le fait de tuer de pauvres gens? Pour arrêter cette créature, laissez-moi réfléchir. Oui! Les troupes d'Imhotep arrivent à leur tour dans l'oasis et Mister Hafez ne peut pas s'empêcher de faire une visite guidée. Ça doit être son côté conservateur de musée. Et là, des soldats du 19e siècle, des soldats de Napoléon. Attendez une minute. Je vous demande pardon. Des soldats de Napoléon. On peut revenir en arrière. La dernière expédition connue qui réussit à atteindre Amcher fut envoyée par Ramsès le IVe, voilà maintenant plus de 3000 ans. Alors, Napoléon, ça fait pas 3000 ans. Du côté des héros, Jonathan trouve une cache remplie de têtes réduites, en Égypte. Les têtes réduites, ça vient des tribus amazoniennes, soit carrément un autre continent. Tout ceci résulte en un triple affrontement entre les O'Connell, l'armée d'Imhotep, et ces trucs qui sont référencés comme étant des pygmées cannibales, et qui, pour le coup, pourraient correspondre à leur emplacement selon la mythologie grecque. Parce que oui, pour le coup, je pense qu'on est plus proche du mythe
que du véritable peuple. Donc on va rajouter 1 point pour authenticité. Par contre, là où j'ai un peu plus de mal, c'est dans le fait qu'ils utilisent une sarbacane. Alors, la sarbacane, elle a été utilisée en Asie de l'Est, en Europe de l'Ouest, sur les 2 Amériques. Voilà, donc le seul endroit où on n'a pas utilisé cet objet, c'est en Égypte. Donc ça repère le point. Bref, toute cette bataille aura pour effet de décimer presque toute l'armée d'Imhotep et de réunir Alex et ses parents au sein de la pyramide. Tout est bien, qui finit bien. Sauf que non, parce que Anaxunamun, elle va en profiter pour poignarder Evie. Le tout avant d'entrer dans la pyramide avec Imhotep, et ils étaient très clairement attendus vu que toutes les torches sont allumées comme par magie, et que le système de défense Anubis a été activé pour priver la momie de ses pouvoirs. Par contre, un humain normal ne sait pas faire bouger les objets à distance. Monsieur Hafez, de son côté, qui a récupéré le bracelet, en profite pour déclencher le mécanisme qui allume toutes les torches. Du coup, pourquoi certaines étaient déjà allumées? Le mécanisme en profite aussi pour propager une ombre sur le désert, annonçant l'arrivée des troupes d'Anubis, et ce jusqu'aux Medjay qui, je le rappelle, n'ont pas été prévenus. Ah oui, et accessoirement, ça lui bouffe le bras aussi. On retrouve Anaxunamun et Imhotep en grande discussion sur leur avenir, et retenez bien cette phrase. Elle sera assez importante pour la suite. Le tout avant de se faire interrompre par Jonathan et Alex, bien décidés à utiliser le livre des morts pour faire revenir Evelyn. Tout ça se passe bien jusqu'à ce que le jeune gamin bloque sur un hiéroglyphe. On dirait une espèce de cigogne. Attendez une seconde, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. C'est un oiseau, une cigogne. Ouais, il me semblait bien. Ce qui résulte par un triple affrontement final. Les Medjay contre l'armée d'Anubis, Evie contre Anaxunamun, et Rick contre Imhotep. Tout du moins jusqu'à l'arrivée de ce truc. Alors, je présume que cette tête, c'est censé être Dwayne Johnson. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il est mi-homme, mi-scorpion, puis remi-homme derrière? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, Imhotep va se faire passer pour son serviteur, sans doute une technique apprise auprès de Béni. Adieu, béni. Il enverra donc le roi Scorpion à la poursuite de Rick, qui s'enfuira grâce à la diversion de Monsieur Hafez. Ce qui lui permettra de voir cette merveilleuse bande dessinée qui montre que le sceptre peut se transformer en javelot et tuer le roi Scorpion. Je rappelle qu'on est dans son temple à lui, donc il faudra qu'on m'explique l'intérêt de mettre la façon de se faire tuer sur ses propres murs. Et ça tombe bien parce que le sceptre, c'est Jonathan qui l'a. Donc on a l'élu de la prophétie, une réincarnation de princesse égyptienne et un bâton magique tous réunis au même endroit. On en est où niveau probabilité statistique? Comme par hasard. Bref, Jonathan libère le javelot et l'envoie sur l'abomination visuelle avec un magnifique lancer sous le regard d'Evie. Oui, je me suis pas attardé sur les 2 autres combats parce que d'un côté, les 2 réincarnations s'échangent 3 coups avant d'arrêter le combat et l'armée d'Anubis est certes nombreuse, mais ne semble pas si dangereuse que ça, puisqu'il n'y a absolument aucun cadavre de Medjay par terre. Donc le javelot est lancé, mais Imhotep le rattrape en plein vol et le jette à son tour, avant qu'il ne soit rattrapé par Rick. Attendez une seconde, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. Ouais, il me semblait bien. Rick empale alors le roi Scorpion et... Qu'est-ce que c'était que ça? On peut le remettre? Alors, Arnold Vosloo, je t'aime très bien, j'ai même des films avec toi. Bon, c'est pas toujours des chefs-d'œuvre, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu d'acteur? Le gars fait littéralement 2 pas avant de faire le choqué. On sent limite qu'il vient juste de commencer son mouvement en rentrant dans le champ de la caméra. Bref, le roi Scorpion est mort, entraînant son armée avec lui, et comme toujours, il s'agissait d'un mur porteur, puisque le temple commence à s'effondrer. Fort heureusement, Rick O'Connell sort de la crevasse en même temps qu'Imhotep. Wow, à quel moment ils sont tombés dans la crevasse? Tiens, c'est vrai ça. Si on met les 2 plans à la suite, ça donne ça. Alors, à la limite, Rick, je peux comprendre, mais Imhotep, il n'y a aucune raison qu'il soit dans le gouffre. Evie, n'écoutant que son courage, se lance à la rescousse de son époux, pendant qu'Anaxunamun préfère laisser son amant mourir. Oui, la même qui refusait de le voir mourir un quart d'heure plus tôt. Et de toute façon, elle va finir par y rester en tombant dans des scorpions. Je crois qu'à ce stade, plus personne n'avait envie de raconter une histoire. L'oasis est sur le point de disparaître et toute la petite famille se retrouve au sommet de la pyramide, sauvée in extremis par Izzy et son dirigeable. Jonathan en profitant au passage pour prendre le gros diamant
avant de s'envoler vers le soleil couchant. Et ainsi se termine le retour de la momie. Et... bon, le scénario balaye le lore du premier volet, les scènes sont au final repompées sur le premier, le reste nous offre des péripéties inutiles, il y a 7 choses, et les acteurs sont en roue libre. Bref, on est à ça d'avoir un nanar. Alors, il y a une dernière question qui me préoccupe. Je t'en prie. Ils sont partis dans le délire d'élu et de réincarnation, mais au final, ça aura servi à quoi? Comment ça a servi à quoi? Ben, le côté réincarnation permet juste à Evie de résoudre les énigmes, donc en somme d'avoir un Deus Ex Machina pour sauter ses parties. Et pour Rick, ça lui permet juste de prendre au sérieux une pâture, ce qu'il aurait très bien pu faire sans ça. En faire juste des personnages lambda qui devaient une nouvelle fois affronter Imhotep aurait très bien marché. Oui, bah je présume que cette histoire ne pouvait pas se passer de ces coïncidences. D'accord, maintenant j'y crois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi je vous dis à très vite. C'est le Grimsqueaker pour vous servir.